Bonjour à tous, bienvenue dans les 4 vérités Benjamin Haddad. Alors c'est l'information de la nuit, le président turc sortant, Erdogan, a été réélu pour un 3e mandat présidentiel, alors que pendant la campagne, les spécialistes de la Turquie le donnaient en difficulté, voire battu. Qu'est-ce que ça dit de la Turquie? Quelles leçons faut en tirer? Écoutez, on voit que M. Erdogan continue à avoir une véritable autorité dans son pays. Je pense qu'il y a aussi eu d'ailleurs des réductions de l'état de droit qu'on a pu voir ces dernières années, en particulier depuis le coup d'État. Bon, vous le savez, le président de la République a toujours eu un dialogue franc, exigeant avec le président Erdogan. La Turquie est un partenaire, est un allié, mais on n'a jamais hésité à assumer des désaccords quand ils émergeaient. Donc là, on a beaucoup de sujets sur la table, de l'entrée de la Suède dans l'OTAN, la paix en Europe, évidemment, avec la Turquie qui est parfois utilisée par la Russie pour contourner les sanctions, la sécurité en Méditerranée orientale, la souveraineté maritime de nos partenaires, la Grèce et Chypre. Donc voilà, beaucoup de sujets qui seront sur la table pour la relation entre l'Europe et la Turquie, sur lesquels il faudra être franc et avancer dans les prochaines années. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle cette réélection pour la France et pour la communauté internationale? C'est un fait, c'est un fait. Voilà, on ne choisit pas évidemment les dirigeants de nos partenaires. Donc maintenant, à nous d'avoir une relation exigeante, de défendre nos intérêts, et puis la sécurité de nos partenaires, en particulier la Suède, Grèce ou Chypre dans la région. Pendant la campagne, encore hier soir, il s'est montré extrêmement dur à l'égard des minorités, notamment les LGBT, en disant qu'elles ne remettraient pas en cause le modèle familial turc. Ce sont ces mots. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce qu'il faut combattre ce genre de discours ou c'est chacun fait ce qu'il veut dans son pays? Non, on a vu depuis quelques années une forme de dérive illibérale dans le pays. Vous parlez effectivement des droits des LGBT. Il y a la question des minorités aussi, comme les Kurdes. Je pense que là-dessus, là aussi, l'Union européenne devra être très vigilante. Alors Emmanuel Macron, lui, sera cette semaine en Slovaquie et puis ensuite en Moldavie pour le 2e sommet de la communauté politique européenne. Emmanuel Macron qui est critiqué parfois par certains dirigeants de l'Est de l'Europe pour être jugé, je cite, trop tendre avec Moscou. Quel discours il va leur tenir? Bon, déjà, je crois que c'est pas vrai. On voit au contraire le rôle que la France joue dans la défense de l'Ukraine, avec les livraisons d'armes, avec les sanctions, avec le soutien diplomatique, comme on a pu le voir au G7 avec le président Zelensky. C'est pas ce que ressentent certains de ces pays de l'Est de l'Europe. Non, mais je pense que parfois il y a des polémiques, mais fondamentalement, au contraire, la leçon de cette dernière année, c'est l'unité des Européens pour soutenir l'Ukraine face à l'agresseur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous européen important cette semaine, la Slovaquie avec un grand discours sur l'avenir de l'Union européenne, la Moldavie avec la communauté politique européenne. Vous savez, c'est ce forum qui a été impulsé par la France l'an dernier à près 44 États, tous les pays du continent européen. Ça va de la Grande-Bretagne à la Turquie, en passant par les pays des Balkans. Et là, le message, il est simple, c'est que l'Europe doit être capable de s'affirmer de façon unie sur son continent. On a vu des influences de la Chine, de la Russie, des uns et des autres. Je crois qu'il y a eu un réveil le 24 février 2022, où l'Europe doit être capable d'assumer, de défendre sa sécurité et ses intérêts. On va avoir des rendez-vous très importants dans les prochains mois. Évidemment, il faut donner les moyens aux Ukrainiens de réussir leur contre-offensive pour libérer leur territoire qui a été occupé par la Russie. Il faut accélérer le processus en vue d'une intégration à l'Union européenne de l'Ukraine ou pas? Il y aura bien sûr, alors il ne faut pas nécessairement l'accélérer, puisqu'il faut que les règles soient remplies par la Turquie, par l'Ukraine en termes d'état de droit, de lutte contre la corruption. Mais l'Ukraine, effectivement, a vocation à faire partie de la famille européenne. Et tout ça devra aller de pair avec aussi un processus de réforme des institutions européennes. Donc il y a beaucoup de chantiers, je pense, dont le président de la République va parler. On va avoir besoin d'une Europe unie. Et puis, bien sûr, l'an prochain, on aura des élections américaines avec peut-être un nouveau mandat de Donald Trump qui va poser des questions sur l'Alliance Atlantique. Donc, je crois que c'est important pour les Européens de se doter des instruments pour continuer à la fois de se réformer et puis de défendre leurs intérêts commerciaux, technologiques, industriels, comme on l'a fait ces derniers mois. Benjamin Haddad, vous êtes l'un des responsables du groupe Renaissance également à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous jugez, vous aussi, comme la Première ministre Elisabeth Borne, que le Rassemblement national est, je cite, l'héritier de Pétain? Ouais, la Première ministre a raison. Elle rappelle tout simplement l'histoire d'un parti qui a été fondé par un Waffen-SS, qui a été fondé aussi par Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné à nombreuses reprises pour négationnisme, qui avait parlé lui-même de Vichy ou du maréchal Pétain. Donc, ce n'est pas parce que les députés du Rassemblement national aujourd'hui arrivent avec des cravates, qu'ils se planquent, qu'ils ne disent rien à l'Assemblée nationale, que nous, on va oublier les racines idéologique et historique. Pour vous, rien n'a changé avec Marine Le Pen. D'extrême droite. Marine Le Pen est l'héritière de cette histoire qu'elle a fait sienne.
Elle dénonce, je cite, les propos infâmes et indignes de la Première ministre. Bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Évidemment, elle joue et surjoue l'indignation, mais une fois de plus, nous, on va continuer à confronter et à combattre l'extrême droite, ses idées, son héritage. Vous craignez pas que ce type de déclaration, au contraire, ça lui fasse gagner des voix en se victimisant? Non, parce que je crois qu'il y a deux choses. Il y a peut-être les racines du vote du Rassemblement national qu'on voit à travers le pays. On respecte tous les électeurs, on va répondre à un certain nombre de sujets, mais après, ça ne nous empêchera pas de combattre les idées et les dirigeants du Rassemblement national. Dans le journal Le Parisien, chez nos confrères, hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a ouvert la porte à un travail avec les Républicains sur le projet de loi immigration. Est-ce que vous, député Renaissance, vous dites oui, ok, on va travailler avec la droite? Oui, travaillons avec la droite, travaillons d'ailleurs avec tous ceux qui souhaitent travailler pour faire avancer notre pays, en particulier sur la question de l'immigration. Je pense que c'est important qu'on ait un texte. Il y a une attente forte des Français pour une réponse de fermeté, de maîtrise de l'immigration. Nous, on a un projet qui est de faire en sorte que notre pays soit ouvert et généreux pour ceux qui veulent venir travailler et respecter les règles et s'intégrer, mais en revanche, dur pour ceux qui ne respectent pas les règles et qui ont vocation à partir. Et alors, par exemple, les Républicains prévoient, il y a deux textes, il y a notamment une volonté aussi de modifier la Constitution pour que la France puisse, si nécessaire, pour gérer sa politique migratoire et d'immigration, sortir de certains traités. Ça, vous dites, ok, on signe avec les Républicains? Non, là, je crois qu'on aura un désaccord. Les Républicains ont fait des propositions, dont acte, et je crois à ce moment-là qu'il faut leur tendre la main et travailler avec eux pour, pourquoi ça, vous dites non, par exemple? Construire. Mais alors, effectivement, il y a deux textes, vous avez raison. Il y a un texte qui propose, par exemple, le rétablissement de la double peine et des mesures très fermes contre la délinquance des étrangers. Ça, non seulement, c'est ce qu'on propose. Nous, donc, travaillons effectivement ensemble et on pourra faire évoluer le texte. C'est ce qu'on appelle faire des compromis et faire de la co-construction. Donc, je crois qu'il faut être là-dessus constructif. En revanche, il propose de modifier la Constitution pour sortir des traités. Moi, je ne le souhaite pas déjà parce que je crois que l'appartenance au traité européen est fondamentale pour notre pays. Mais au-delà de ça, je pense que c'est profondément inefficace. Est-ce que la Grande-Bretagne, aujourd'hui, qui a fait le Brexit, contrôle mieux son immigration? Est-ce que l'Italie de Mme Meloni contrôle mieux son immigration? Non, parce qu'en fait, on a besoin de travailler avec nos partenaires européens. Il y a ce qu'on va faire au niveau national avec la loi, mais il y a évidemment aussi les négociations européennes sur l'immigration, où la France a un rôle pilote, que ce soit le contrôle des frontières de l'Europe, que ce soit la répartition de l'asile, la solidarité au niveau européen, que ce soit les relations avec les pays de départ. On a besoin de politique européenne, donc ce n'est pas en s'isolant et en sortant de nos engagements internationaux qu'on va trouver des réponses. Mais donc est-ce que là, on aura un désaccord. Vous ne trompez pas, ça ne vaut pas toujours vérité, mais un sondage montrait la semaine dernière que les Français soutiennent ces propositions des Républicains. 74% même, selon Odoxa, estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Est-ce que ce n'est pas vous, la majorité, qui vous trompez là-dessus? Mais non, mais au contraire, puisque je vous dis qu'on a besoin d'avoir une réponse ferme de contrôle sur l'immigration. Mais pas au point d'aller à la modification de la Constitution. Et qu'on peut travailler avec LR. Eux disent que c'est la seule façon de reprendre une forme de souveraineté en matière migratoire. Et ce n'est pas ce que montrent les exemples étrangers. Ce n'est pas ce que montre l'Italie, notamment. Ce n'est pas ce que montre le Royaume-Uni du Brexit. Donc, travaillons de façon constructive, sans réponse démagogique, et trouvons les réponses. Et effectivement, si LR veut faire avancer notre pays sur l'immigration, mais qu'il travaille avec nous, parce que j'ai entendu certains dirigeants d'LR dire c'est à prendre ou à laisser, c'est pas comme ça qu'on peut commencer une négociation ou une logique de compromis. Mais effectivement, si on fait des propositions, moi je dis tant mieux, et après avançons à trouver des réponses pour maîtriser nos frontières. Alors ça relèvera du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère de la Justice. Est-ce qu'il faut créer un délit d'homicide routier? On sait que c'est dans le débat avec les drames de ces derniers jours. Oui ou non, la création d'un type vous avez vu, ça fait partie effectivement des options que le gouvernement vous y êtes favorable? Envisage. Je crois qu'on y est favorable. En tout cas, on est favorable effectivement à ce qu'on renforce considérablement les sanctions. Quand on conduit sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, on ne peut pas dire qu'on est juste dans une logique d'accident, bien sûr. Je veux dire, chacun a une responsabilité lourde. On a vu des drames qui ont défrayé la chronique récemment, mais je pense qu'on en connaît tous autour de nous. Et là-dessus, il faut qu'on ait une réponse très ferme. Alors, c'était en direct sur France 2 samedi soir. La réalisatrice française Justine Triard remportait la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute. Et elle a profité de cette tribune pour s'en prendre durement à la majorité et au gouvernement, jugeant, je cite, qu'il avait nié de façon choquante la contestation contre la réforme des retraites. Ça vous a surpris, cette réaction? Vous savez, déjà félicitations à elle. Elle a gagné la Palme d'Or et c'est une bonne nouvelle pour le cinéma français. Évidemment, elle est libre de dire ce qu'elle souhaite. Mais après, je crois qu'il faut quand même rétablir quelques vérités. Elle a parlé de néolibéralisme pour parler de la France. On est un pays qui a augmenté, là encore cette année, de 7% le budget de la culture, qui a fait le choix collectif, et c'est notre honneur, c'est notre fierté, de protéger la culture, les artistes pendant le Covid. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont fait ça. Donc je pense qu'à un moment,
les leçons de morale, ça suffit. On a le droit de s'exprimer. Elle peut évidemment utiliser le Festival de Cannes comme une tribune, mais pas pour dire n'importe quoi. Merci beaucoup, Benjamin Haddad.